Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette pensée quotidienne à l'endroit des acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la Page, qui vont passer leur 127e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour demander leur libération. Autre aspect, nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de Zulhijja, un mois dans lequel les 10 premiers jours sont les meilleurs de l'année. Il est recommandé donc aux musulmans de multiplier les bonnes œuvres durant ces 10 jours pour bénéficier de la grâce d'Allah. Oustaz Ari Yakouba nous en dit plus. Le prophète a dit, il n'y a pas de jour où la bonne œuvre est aimée, plus aimée d'Allah, comme ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Les compagnons présents ont demandé Wal al-jihad fi sabilillah ya Rasulallah. Même le djihad ou l'effort dans la voie d'Allah. Le prophète a dit même l'effort, même le djihad, sauf celui qui est sorti avec ses biens et il a perdu, il a rendu l'âme sur le champ de bataille. Et là donc, le prophète nous montre que Allah aime les bonnes œuvres en tout moment, mais plus encore pendant ces 10 jours qui ont commencé. Le mois, c'est le dernier mois de l'année. Il fait partie des 4 mois sacrés. Et en temps normal, même pendant les mois sacrés, les œuvres sont élevées, ont plus de poids. Les bonnes œuvres ont plus de poids et les péchés encore plus de poids aussi. Mais voilà une période où le prophète nous appelle à concourir aux bonnes œuvres. En termes de nuitée, les nuits les plus bénies, qui ont plus d'importance, où la bonne œuvre a plus de poids, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Mais quant aux journées, les meilleures journées, c'est ces jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Pourquoi ce rappel? C'est pour que nous puissions en bénéficier. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, il amène ces périodes pour que nous ayons la possibilité d'avoir les degrés élevés du paradis en exerçant ou en faisant les bonnes œuvres. Créé en 2019 par des journalistes nigériens désireux de mettre en commun leur expérience afin de favoriser une meilleure diffusion de l'information sur les questions sécuritaires et migratoires, la JSEM vient de lancer sa toute première activité, une association qui milite pour la diffusion d'une information juste, diversifiée et de qualité sur les thématiques de sécurité et migration. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Halidou Bourema. Contribuer à une meilleure diffusion de l'information sur les questions sécuritaires et migratoires afin de susciter l'adhésion des populations aux approches qui prennent des solutions en faveur de la paix, de la sécurité et d'une migration régulière, tel est l'objectif visé à travers cette journée d'échange et de vulgarisation de la charte éthique pour la couverture médiatique des migrations initiée par l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations. Cette charte vient rappeler aux journalistes et aux rédactions les principes déontologiques devant s'appliquer à la couverture médiatique des migrations. Elle a été officiellement lancée en février dernier et depuis, ses rédacteurs s'activent à la vulgariser pour en faire un outil supplémentaire de travail pour les journalistes, notamment ceux qui s'intéressent à la question migratoire. Ici au Niger, c'est donc notre association, l'Association des journalistes pour la migration, qui est partie prenante à la rédaction de cette charte qui pilote la campagne de vulgarisation dont la journée d'aujourd'hui marque le lancement. Nous voudrions donc profiter de cette occasion, donc de cette tribune, pour inviter tous nos confrères, d'abord à découvrir cette charte,
à se l'approprier ensuite, à s'engager eux-mêmes dans sa campagne de vulgarisation. Le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, a tenu à encourager et féliciter cette jeune association dans son discours d'ouverture et s'engage à accompagner la JSM Niger pour la vulgarisation de cette charte. C'est l'occasion pour moi d'encourager l'ASGM Niger pour son engagement et sa vision prospective sur ces thématiques. J'exhorte donc tous les journalistes à se joindre aux membres fondateurs de cette association que je connais pour leur professionnalisme dans l'exercice du métier afin de porter plus haut les valeurs qu'elle défend. Pour revenir au sujet du jour, il est bon de rappeler que la migration est un sujet qui suscite un intérêt particulier du public et des médias. C'est aussi un phénomène difficile à documenter pour les journalistes car le plus souvent, le traitement médiatique des questions migratoires fait l'objet de dérapages regrettables et avec des images et des titres versant dans le sensationnisme, la stigmatisation et les discours xénophobes qui attisent la haine. Il est donc essentiel que les journalistes possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour écrire sur le sujet de manière factuelle et mettre en avant le respect des droits des migrants. Le Conseil supérieur de la communication que je préside s'engage quant à lui à accompagner l'AJSM Niger pour la vulgarisation de cette charte. J'appelle tous les acteurs, principalement les partenaires techniques et financiers, à faire de même pour une couverture médiatique désormais plus humanisante des migrations. La présentation de la charte aux participants a sanctionné cette cérémonie d'ouverture. Afin de continuer la dynamique d'embellissement de la ville de Niamey, la délégation spéciale procède depuis la semaine dernière à des contrôles de salubrité au niveau des espaces publics, ce qui a conduit à la fermeture des boutiques et autres ateliers dont les devantures sont insalubres. Cette décision n'a pas laissé indifférent l'acteur de la société civile, El Haj Idi Abdou, que je vous propose de suivre. Non, c'est un abus, ça c'est un abus d'autorité. Il est dans son œuvre. Depuis qu'il est arrivé, il ne connaît que l'abus d'autorité seulement. Mais il y a un minimum de choses. Tu ne peux pas venir fermer les boutiques des gens sous prétexte que c'est insalubre. Insalubre, est-ce que c'est eux qui sont responsables? C'est la mairie qui est la responsable de la salubrité. Mais vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités de la mairie pour aller juste rançonner les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas garantir aux alentours. Aux alentours, ils ont le pouvoir ici avec la mentalité. Vous parlez, ils vous disent, vous êtes qui? Quelle autorité le boutiquier a pour empêcher aux gens de salir les alentours? Quelle autorité est là? Il n'a aucune autorité. Juste, il utilise la loi pour faire ce qu'il veut. Et ça s'arrête à là. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'il y a un préalable. À la devanture, peut-être. Mais même à la devanture, est-ce que la mairie a garanti les poubelles? C'est à la mairie de garantir les poubelles. Mais regardez dans la ville de Niamey, les dépotoirs même ils sont combien? Il y a là où il n'y a même pas de dépotoir. Et les dépotoirs même devraient être conformes. Il y a des enfants qui versent. Maintenant, faites des dépotoirs selon les gens. Mais les dépotoirs, là, c'est depuis des années, même ce qu'il y a. Donc, ici, là, je pense que ça relève de son abus d'autorité. Parce que vous ne pouvez pas vous lever en tant que mairie et jeter votre responsabilité sur des pauvres boutiquiers qui cherchent à manger, qui cherchent à nourrir leur famille. Et les familles de seules, c'est la taille de la famille en Afrique. Comme ça, là, on a fini de concasser les boutiques. Ils ont créé des misérables et des jeunes sans emploi. Maintenant, les quelques boutiquiers et autres qui gèrent de quoi se survivre. Maintenant, la mairie jette sa responsabilité sur eux. Pour aller fermer, il faut payer 15 000. Vous devrez garantir la salubrité à la devanture et aux alentours. Alors que vous n'avez aucun pouvoir d'agir sur les gens qui salissent les alentours. Même la devanture, est-ce qu'il y a une poubelle? La mairie devrait garantir les poubelles. Là où elle a déposé les poubelles, et là, c'est juste, à côté d'une poubelle, vous pouvez jeter en dehors de la poubelle. Mais il n'y en a même pas de poubelle. Il fait quoi?
C'est à lui de fabriquer la poubelle, c'est à la mairie de disposer de ces poubelles. Elle ne le fait pas. Nous arrivons à présent à notre rubrique chronique judiciaire. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au droit international humanitaire et le thème qui sera développé par Alfred Emmanuel est la typologie des conflits. Très bonne réception. Définir un peu quelles sont les différentes catégories de conflits armés que nous avons. Alors en droit international humanitaire, il y a une règle essentielle qui consiste d'abord à qualifier le conflit armé. On peut avoir un certain nombre de situations qui se déchaînent dans la conduite des hostilités et on ne peut pas savoir quelle est la règle juridique qui s'applique à cette forme de conflit. Donc il faudrait forcément qu'on identifie en fonction de la situation en présence quel est le régime juridique qui s'applique. Et c'est ça qui va nous permettre d'identifier la nature du conflit en cours. Par exemple, en droit international humanitaire, on peut avoir un conflit armé non international. Comment est-ce que ce conflit se présente? On peut avoir un conflit armé international. Comment est-ce qu'il se présente? Donc, il est avant tout nécessaire de procéder à un mécanisme de qualification du conflit. Et une fois le conflit est qualifié, on peut déterminer le régime juridique spécifique qui s'applique. J'étais depuis un certain temps en train de parler du conflit. Mais le conflit en soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un conflit armé international? Et concernant la notion même du conflit armé, c'est l'article 2 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949 et l'article 1 du protocole additionnel 2 qui apporte quelques éléments de définition du conflit armé. Mais ce n'est qu'à partir de 1995, avec la décision du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, que les juristes connaissent bien, qu'on appelle l'affaire Tadic, c'est cette affaire qui a permis au tribunal de définir ce qu'on appelle véritablement un conflit armé. Et dans cette décision, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait estimé qu'il y a un conflit armé chaque fois qu'il y a un recours à la force armée entre les États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État. Donc retenez que dans cette définition, la notion du conflit armé renvoie à celle de l'usage de la force armée, à celle de l'utilisation des armes. Voilà un peu ce que le tribunal avait retenu s'agissant du conflit armé. Et il y a conflit à chaque fois qu'il y a recours à la guerre, recours aux forces, à la force armée entre des États ou entre des groupes armés au sein d'un État. Alors, sur la base de cette définition que nous avons vue tout de suite, le droit international humanitaire définit un certain nombre de conflits qui sont au nombre de 2. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez les conflits armés non internationaux et les conflits armés internationaux. S'agissant des conflits armés non internationaux, le conflit armé non international, c'est un conflit qui se déroule sur le territoire d'un État et qui oppose les forces gouvernementales, l'armée régulière d'un État, face à des groupes armés au sein de l'État. Et ce conflit se déroule, comme je l'ai dit, sur le territoire de l'État en question. De l'État en question. Donc, conflit qui oppose les forces gouvernementales, l'armée régulière de l'État, aux groupes armés qui sévissent sur le territoire de l'État en question. Donc là, il s'agit d'un conflit armé non international. En face de ce conflit armé international, vous avez
le conflit armé international. Le conflit armé international, lui, c'est un conflit qui oppose les forces armées régulières d'un État face à d'autres armées, des groupes armés de notre État. Exemple, l'armée d'un État A qui fait la guerre à l'armée d'un État B. Là, nous sommes dans le cadre d'un conflit armé international. À la différence du conflit armé non international qui, lui, oppose les forces gouvernementales à des groupes armés sur le territoire de l'État. Voyez. Donc, je continue toujours dans la deuxième catégorie des conflits armés internationaux. Donc, j'avais dit que c'est un conflit qui oppose un État à un autre État. Tout comme ce conflit armé international peut être considéré lorsque il y a également affrontement entre l'État en question et des groupes ethniques qui luttent au nom de leur droit à l'autodétermination. Un groupe ethnique peut être en guerre avec un État et en exerçant ou bien en vue de l'exercice de son droit à l'autodétermination. Donc, ce groupe, par exemple, peut, on l'a vu dans certaines régions, sont arrivés à la création d'un État. Par exemple, quand vous prenez ce qui est arrivé au Soudan du Sud, vous voyez, on est arrivé à la création de cet État. Donc, le droit international humanitaire reconnaît à ces groupes la qualité, ou bien en fait, les conflits dans lesquels ils sont impliqués sont considérés comme des conflits armés internationaux. Et donc, quand il y a conflit armé international, eh bien, il y a un certain nombre de règles juridiques qui s'appliquent. Par exemple, quand vous prenez les conflits armés internationaux, c'est l'article 1, paragraphe 4 du protocole additionnel 1 qui est venu rajouter qu'un conflit armé sera qualifié d'international si les peuples partis au conflit luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'était la deuxième composante. En dehors du conflit qui oppose deux États, c'est le conflit également qui oppose l'État à ces groupes qui luttent contre la colonisation, contre la domination étrangère et dans l'exercice du droit à l'autodétermination. Donc, vous voyez ici, c'est le protocole additionnel numéro 1 qui régit les conflits armés internationaux. Vous avez également les conventions de Genève en elles-mêmes. Par exemple, la première convention qui régit la conduite des hostilités sur terre, la deuxième, le conflit sur mer, et la troisième protège les combattants et relative aux prisonniers de guerre, et la quatrième, les populations civiles. Donc, sur ces conventions, nous avons le protocole additionnel numéro 1. Maintenant, s'agissant des conflits armés non internationaux, là, à ce niveau, c'est le protocole additionnel numéro 2 qui s'applique, qui régit ces hostilités au niveau national, dans le cadre des conflits qui opposent l'armée régulière de l'État aux groupes armés dissidents, groupes armés sous la conduite d'un commandement ou bien d'un chef responsable qui font la guerre à l'armée régulière d'un État. Donc voilà ce que vous avez en termes de typologie des conflits. Maintenant, nous allons revenir pour parler d'une troisième composante dans le cadre d'un autre thème sur ce qu'on appelle les troubles et tensions internes. Les troubles et tensions internes qui sont également régis par un autre droit qui n'est pas forcément le droit international humanitaire.